mosoo koo bëgg bañ ma koy ba ma koy ñaan si nga lankoon gaare dakk dicc ni duñ ma ko may ñu may ma ko mu jural ma ñaar ba ñoo yeey bañ fële ma fekk boobu da nga doon naan sàngara ab sàcc nga war a dudd ngay duul na waa judd ma waaye fi la ma fekk boobu yaa ngi mandi gu métti moo tax ñu bañoon ne duñ la ko may ay dumbe laa ilaha illallah way bu fekkee ki la ëmbal daa nekk ci jotaay bi nga wax ko moo gën sa jooy yu metti yi ngay jooy. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission de la mi-journée. Ce mercredi, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Farba Senghor. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie pour l'invitation. J'en profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ministre et présentement, vous êtes le président du parti Les Libéraux Républicains Mbolo Askan Wi. Alors Farba Senghor, ces dernières heures, il y a eu un début de polémique entre vous et Seydi Gassama, qui est le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal. Vous auriez dit dans un entretien que vous étiez membre dans un autre temps, dans une autre vie d'Amnesty International. Lui, il dit qu'il a fouillé dans les archives, il n'a pas retrouvé un nom comme Farba Senghor. Qu'avez-vous à lui répondre? Oui, ce que je dis, c'est que je suis certain d'être membre d'abord d'Amnesty International, d'avoir participé à quelques réunions par l'intermédiaire de mon collègue Ibrahima Seck, dit Iba Niang Seck, qui était membre des CMEA, qui était aussi à la direction du contrôle économique. C'est lui d'abord, c'est lui qui m'a fait faire la carte, qui m'a amené la carte, et j'ai participé aux premières réunions. Donc parce que moi je suis arrivé dans les années 79-80. Donc c'est au début des années 80. J'ai participé aux premières réunions. J'ai vu que ce qu'on nous demandait de faire, c'est de chercher toute information qui fait entorse aux droits de l'homme que les autorités sénégalaises auraient pu faire et de leur donner les informations pour qu'ils les transmettent à Amnesty International. Alors moi je me suis dit, je ne me voyais pas dans ça, parce que j'étais trop nationaliste, donc trop attaché à mon pays. Je ne pouvais pas me permettre de prendre des informations concernant mon pays et les transmettre à une organisation internationale. C'était une sorte de délation. C'est comme ça que j'ai abandonné alors de participer aux réunions et de cesser vraiment ma participation. Parce que moi je ne peux pas faire ni de la délation, je ne peux pas aussi détruire l'image de mon pays. Parce que ce qu'ils font, la plupart des organisations internationales, mais c'est déroutant pour un pays. Comment ça? C'est-à-dire ils prennent tout ce qui est mauvais, toute entorse, disent-elles, alors aux droits de l'homme, pour envoyer ça à l'extérieur. Vous avez vu, vous les avez entendus, ils ont dit alors qu'ils vont saisir la CPI, qu'elles vont saisir la CPI, d'autres disent envoyez-nous l'ensemble des informations que vous avez sur les morts, sur les personnes blessées. Mais il y a des personnes que des bandits ont détruit leurs biens et qui ont détruit également des biens publics. Moi-même, on a détruit mes biens en 2011. Est-ce que vous avez entendu une fois un membre d'Amnesty International ou un membre d'une organisation internationale alors déplorer le fait que des bandits aient détruit mes biens? Donc l'indignation est sélective chez les organisations de droits de l'homme. Elle est sélective. Et elles font la plupart font de la politique. Je ne dis pas toutes les organisations. Je dis il y a des organisations qui font de la politique politicienne, qui détruisent l'image de leur pays. Ils sont des patriotes, ils sont des Sénégalais, ils sont nés au Sénégal. Je ne vois pas pourquoi des Sénégalais puissent alors envoyer des informations qui détruisent notre image à l'extérieur. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire, nous sommes un pays sous-développé. Oui, mais le Sénégal n'est pas ex nihilo. Nous vivons dans un monde où voilà, l'information circule vite également. Est-ce que ceux qui sont à l'étranger ont besoin d'une note pour savoir, non, ils ont pour être au courant de ce qui se passe dans notre pays? C'est vrai.
ceux qui sont à l'extérieur peuvent avoir besoin d'une note. Mais il faut que cette note reflète exactement ce qui se passe au Sénégal. Il faut que ce soit une analyse sérieuse. Mais vous ne pouvez pas en 12 heures ou en 10 heures de temps envoyer des informations que vous n'avez pas vérifiées, envoyer des informations aussi qui ne sont pas contradictoires, parce que pour la plupart du temps, les informations qui sont distillées à l'intérieur sont des informations qui détruisent. Comme vous le dites, elles n'ont pas besoin de s'arrêter dans les gares. Et ce qui les intéresse, c'est le train seulement qui arrive en retard. Voilà ce qui les intéresse. Ce n'est pas normal. Ils doivent faire un bilan. Dire que voilà au Sénégal ce qui s'est passé, voilà ce que le gouvernement a fait, voilà les forces de l'ordre, comment ils se sont comportés. Certains ont tout fait pour éviter qu'il y ait vraiment des blessés, et qu'il y ait des tueries. Mais tout ça, c'est-à-dire, mais il ne faut pas envoyer des informations brutes en disant que le Sénégal est en train de brûler. Et on sait que parmi les manifestants, il y a des bandits. Moi, je ne vois pas pourquoi. Alors, quand il y a des bandits qui rentrent... Vous les avez identifiés, ces bandits, vous? Moi, ce n'est pas à moi de les identifier. Ah oui, pourquoi parler de bandits alors? Mais on a dit, tout le monde a vu. Mais celui qui arrive à Auchan ou dans un magasin privé, qui casse le magasin ou qui tire des coups de fusil sur le magasin, on ne peut que le classer comme un bandit. Oui, mais ça, c'est le propre des émeutes partout dans le monde. S'il y a des émeutes, il y a forcément des gens qui en profitent. Oui, mais pourquoi, s'il y a un quartier qui s'organise pour défendre ses magasins, pour défendre ses biens, on s'empresse pour dire que ce sont des nervis. On a vu Castor. Si Castor, les commerçants ne s'étaient pas organisés pour défendre eux-mêmes leurs magasins, mais ça en était fini pour des biens qui ont été acquis pendant 20 ans ou 30 ans de labeur. Ce n'est pas normal que quand on détruit les biens des Sénégalais qui ont trimé pendant des décennies pour l'avoir, on dit que voilà, et c'est normal. Quand il y a des quartiers qui s'organisent pour défendre leurs biens, on nous dit que ce sont des nervis. Je crois que la problématique des nervis, de la protection des biens et des personnes doit se poser. Les nervis, vous connaissez bien, vous. Parce que du temps d'Abdoulaye Wade, on vous accusait de manière récurrente de recruter des nervis. Non, parce que tout simplement, j'étais à l'avant-garde, je me battais contre les informations qui étaient travesties. Et vous le savez, je me suis battu pendant très longtemps avec les journalistes parce que j'assimilais... L'AS et 24 heures chrono, c'était vous? Non, ce n'était pas moi, mais on a voulu me le coller. J'ai été convoqué comme témoin assisté au tribunal. Je me suis défendu devant le procureur et on a vu qu'en fait, qu'il n'y a aucun lien entre moi et ces casseurs. Donc je ne vois pas, parce que ce qu'ils sont en train de faire, détruire les biens d'autrui, alors ça, quelle que soit l'organisation des droits de l'homme qui est au Sénégal, quelle que soit son obédience ou quelle que soit sa déviance politique, devrait alors dénoncer de tels actes que ce soit... Qu'avez-vous contre les organisations des droits de l'homme? Non, rien, parce que moi, quand j'ai vu qu'en 2011, ils ont attaqué pendant plusieurs mois le régime d'Abdoulaye Wade sans cesse. Et finalement, mes biens ont été détruits. Je suis un Sénégalais comme tout le monde. Donc j'ai vu également qu'aussi bien mes biens et que les biens des autres, ils n'en ont même pas parlé. Parce que ce qui les intéresse, c'est la chute du pouvoir. Et ça, c'est la politique. Et c'est cette même situation qui revient. Donc plusieurs organisations sont intéressées simplement par ce qui ne va pas. Et c'est ça qui n'est pas normal. Il faut faire un bilan. D'un côté, ce qui est bon, de l'autre côté, ce qui est mauvais, plus une synthèse. Pour que ceux qui sont à l'extérieur, lorsqu'ils se trouvent en face des informations provenant d'un pays tel que le Sénégal, qu'ils puissent en toute sérénité en tirer les conséquences idoines. Alors, si on en est arrivé à ces casses, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé de manière triviale l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Vous, quelle est votre perception? Que pensez-vous de Non, cette ce que je affaire-là, pense, c'est que c'est une affaire qui intéresse deux citoyens, Sonko et Adji Sarr. Adji a accusé Sonko de l'avoir violé. Donc je crois que la meilleure conduite de la personne, c'est d'aller se défendre auprès de la justice. Parce que personne ne peut blanchir Sonko. Personne également ne peut le salir, sauf Adji Sarr. Donc la seule instance actuelle qui est fondée pour dire que Sonko a raison ou a tort, a violé ou n'a pas violé,
c'est la justice. Mais cette affaire Donc, dépasse mais l'affaire Ousmane a- Sonko et Adji Sarr maintenant. Non. L'affaire a fait 14 morts C'est et, Sonko, et 600 blessés. C'est Sonko lui-même qui a fait un glissement politique en appelant à l'insurrection, en disant que c'est un combat mortel. Vous confirmez? Na leen jaral seen bakkan Vous bi. confirmez? Mais je l'ai entendu. Il a appelé à l'insurrection. Il a dit na leen jaral seen bakkan bi. C'est un combat mortel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Na leen jaral seen bakkan bi. L'appel à la résistance est un principe Résister à quoi? Résister à quoi? fondamental, Pour un viol. consacré par notre Non, constitution. pour un viol qui résiste, c'est Adji Sarr qui résiste. Mais ce ne sont pas les Sénégalais qui vont résister. Ça, c'est un viol. C'est une affaire privée qui doit se régler au tribunal. Il a actuellement 2 accusations qui pèsent sur lui. La première, c'est Adji qui l'accuse. C'est à lui, pour son propre intérêt, pour son propre bien et ceux de sa famille et de ceux de son parti, d'aller se faire blanchir devant la justice. L'autre, il a comparu devant le juge d'instruction, il a été mis en examen et il a bénéficié d'un contrôle judiciaire. Cela veut dire Placé sous contrôle judiciaire. placé sous contrôle judiciaire. Il a mis en examen. Cela veut dire que qu'il y a des indices, graves et concordants qui laissent penser que ce qu'on reproche, que Sonko a pu faire ce qu'on lui reproche. Non, il Voilà n'a pas ce que été dit la loi. placé sous contrôle judiciaire sur l'affaire Adji Sarr. C'était sur Non, on l'a jamais dit. trouble à l'ordre Non, public non, et non, participation à une manifestation il a interdite. été- C'était sur la base de ces Non. chefs d'accusation-là. Mais tu n'as jamais entendu, moi je n'ai jamais vu aucune fiche provenant du tribunal le dire. Ce que j'ai entendu, il a été entendu, il a comparu devant le juge et le juge l'a placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire mis en examen. Cela veut dire qu'il y a des indices concrets et objectifs qui laissent croire que, alors ce qu'on lui reproche, il l'aurait fait. Vous le condamnez avant l'heure. Non, je ne le condamne pas. Même le juge ne l'a pas condamné. Parce que la condamnation, c'est au jugement. Mais le juge a dit qu'il l'accuse. Parce que, avec les éléments qu'il détient, et ce que dit la loi, le juge détient des éléments, des indices graves et concordants qui laissent croire qu'il aurait pu faire ça. C'est pourquoi le juge l'a dit, bon, je vous mets en examen, et je te mets en examen, et puis je vais te faire un contrôle judiciaire. Donc tu as à portée de main, comme tu ne pourras pas disparaître. Oui. C'est ça ce qu'on lui a fait. Donc je crois que c'est à lui d'aller laver tout ça au tribunal, parce que les Sénégalais le suivent. Et on ne doit pas transformer une affaire privée en une affaire politique. Parce qu'il y a beaucoup de morts qui sont morts, il y a des jeunes. Qui en a fait une affaire politique? Ousmane Sonko ou l'État du Sénégal? C'est Ousmane Sonko lui-même qui a fait les... Avec tout l'arsenal que l'État a déployé dans cette affaire-là. L'État a le droit de défendre les biens, les personnes et les biens. Mais Sonko est un citoyen du Sénégal. S'il est convoqué par la justice, il n'y a pas de place pour le dilatoire, il n'y a pas de place pour les hésitations, il faut aller répondre. Parce qu'on l'a convoqué à 9h, il devait se prendre à 9h devant le juge. C'est à 8h58 qu'il a quitté chez lui. Entre chez lui et le rond-point Mermoz, ça fait quelques 300 mètres ou 400 mètres. Il a fait 3 heures ou 4 heures de temps là-bas. Et si en temps normal, il y avait un policier qui est là-bas qui lui dit non, arrête, ou tourne à gauche ou à droite, il aurait obtempéré. Donc je crois que ce qu'il y a là, ça la justice va démêler tout ça. Ce n'est pas mon ressort, ce n'est pas le ressort de qui que ce soit. Lui, il dit qu'il n'a pas confiance à la justice. Mais comment? Oui, parce que lui, il dit qu'il est anti-systémique. Il l'a dit. Donc il est contre tout le pouvoir. Il est contre le pouvoir, il est contre l'exécutif, il est contre l'Assemblée, il est contre le législatif, donc il est contre l'exécutif. Il est contre les chefs religieux, il est contre les anciens qui étaient là-bas, président Abdoulaye Wade, président Léopold Sédar Senghor, président Diouf, Macky Sall et tout le monde. Comment on peut être dans une nation sans croire à personne? Et le paradoxe, c'est que lorsque le problème a chauffé, il est allé vers le spirituel, vers les marabouts. C'est lui ou Macky Sall? Non. Ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a une délégation qui est partie de chez lui, qui est composée de Serigne Bass et de Madické. Ça, je les connais, ils sont du PDS, ils étaient du PDS, les deux Serigne Bass qui est ingénieur agronomique. Tout est parti d'eux et ils sont allés. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que de toute façon, ce problème-là, si Sonko avait répondu normalement, alors on ne l'aurait pas politisé. Mais celui qui a fait un appel public aux différentes télévisions et en demandant à tout le monde de se mobiliser
pour qu'il ne se présente pas. Parce qu'il s'est dérobé devant la justice et ça, c'est pas normal. Nous tous, nous sommes des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a une loi ici, nous devons respecter cette loi. Donc, quelle que soit notre position d'antisystémique ou d'antisystème. Et le paradoxe que je disais, aujourd'hui, il va vers le spirituel, aujourd'hui, il va vers les autres partis politiques. Il n'a jamais voulu participer à aucune réunion et des partis politiques. Il a dénigré ici Karim Wade. Aujourd'hui, il y a un retournement, un véritable retournement. Il est obligé d'aller voir tous ses collègues de camarades et de partis politiques, d'aller voir Abdoulaye Wade, d'aller voir tout le monde. La vie, c'est comme ça. Dans la vie, rien ne sert alors d'avoir une certaine position. Il faut être modeste, il faut être humble. Parce que surtout un politicien a besoin des partis politiques, a besoin des citoyens, a besoin des composantes de la population. Donc il faut composer avec tout le monde. Parce que tout ce qu'il avait dit s'est envolé avec cette affaire-là, parce que maintenant il a besoin que des gens, que des politiques, que des marabouts et le soutiennent. Maintenant, qu'avez-vous pensé de la manière dont le gouvernement du Sénégal a géré cette crise? Le président Macky Sall, de mon point de vue, il l'a bien géré. Parce que dans un premier temps, il a dit à ses camarades de parti, frères de parti, il ne faut pas en parler. Parce que ça allait envenimer la situation. Deuxièmement, lorsque Sonko s'est épanché au niveau de la presse en faisant des appels, en attaquant même dans son dernier entretien avec la presse, le président, parce qu'il donne des instructions au président, il a donné des instructions aux rebelles de Casamance, il a donné des instructions. Ah bon? Il a donné des instructions aux rebelles. Il a donné des instructions. C'est grave ce que vous dites là. Non, je dis il a donné des instructions. Mais c'est le chef de rebelle Sanfra Biag qui l'a dit. Donc il a donné des instructions. Il a lancé un appel. Non, il a dit, il a donné des instructions. Faites-moi ça. Les hostilités pour ces 6 mois. Et pourtant, pendant très longtemps, il a tourné le dos à tout le monde. Donc si le président Macky Sall l'avait suivi dans cette lancée, à son intervention télévisée, aurait aggravé la situation, malgré qu'il y a des morts, malgré qu'il y a des blessés, malgré qu'il y a des biens. Vous voyez? Donc je pense que le président Macky a tempéré, il a écouté les chefs religieux, principalement le khalife général des Mourides, principalement le khalife général des Mourides. Il est taxé de citoyens ordinaires. Qui? Macky Sall qui taxait les chefs religieux de citoyens ordinaires. Finalement, ils ne sont pas si ordinaires que ça. Hein. Mais Sonko, c'est Sonko même qui avait attaqué ici les chefs religieux. Il avait dit qu'il n'y croit pas. Et maintenant, il a un marabout. Et maintenant, il a une équipe intermédiaire avec les marabouts. Donc, ce que je disais, toutes les composantes du Sénégal doivent être prises en compte dans le jeu politique, quel que soit le spirituel et le temporaire. À l'occasion même, je félicite et je remercie le khalife général des Mourides, qui est d'une générosité extrêmement grande, et également qui a à l'œil le Sénégal et qui intervient à chaque fois que de besoin pour qu'il y ait de la paix sociale. Alors, donc, je peux dire, le temporel a besoin des religieux. Aujourd'hui, toute la théorie, depuis Abdou Diouf jusque-là, qui voulait qu'on écarte les religieux, toute cette théorie s'est envolée avec cette affaire Sonko. Les marabouts sont une composante inextricable du jeu politique et de la vie de la nation. Alors, Ousmane Sonko, il a le vent en poupe. Hein. Alors, le voyez-vous maintenir le cap jusqu'à 2021? Non, moi j'avais dit il y a 3 ans que c'est un épiphénomène. Et vous le maintenez? Non, je le maintiens parce que ce que j'ai vu... Votre position a évolué certainement, non, moi, j'ai dit, à la lumière de ce que vous avez vu dernièrement. Quel que soit ce qui arrivera, moi ce que j'avais vu en premier lieu, j'avais dit que c'est un épiphénomène, un feu de paille. Tout le monde va le voir et après ça va finir. Ce que j'ai vu, et ça n'a pas encore changé. Ça c'est mon point de vue. Il y a 3 ans, je l'ai dit dans les radios et dans les télévisions. Maintenant, lui, je lui disais, il faut qu'il se mette à la dimension du peuple sénégalais, de la nation sénégalaise. Nous sommes dans une nation multiforme et diverse, où tout le monde concourt pour un intérêt qui est l'intérêt national. Nous avons besoin de paix sociale, nous avons besoin également d'une nation harmonieuse, où chacun donne un intérêt particulier à son prochain. Alors, nous terminons avec Karim Wade qui semble préparer son retour au Sénégal. On a vu des véhicules tout neufs au siège du Parti démocratique sénégalais. Le voyez-vous revenir dans un avenir proche? Non, vraiment, je ne le vois pas et je ne le vois pas. Et Karim, pourquoi? je l'ai vu disparaître de mes radars politiques depuis très longtemps. Je crois que ce qu'il est en train de faire, c'est de l'enfantillage
parce que la politique, ça ne peut pas se faire à distance, ni par WhatsApp, ni par message. Non, non, non. Pour faire de la politique, il faut avoir le courage de venir ici au Sénégal, se battre parmi tout le monde. Son père avait dit publiquement devant tout le monde que Karim Famounek m'a fait bailler bopam. Donc là où il est, c'est lui, ça dépend de lui. Il ne vient pas, c'est des gosses qu'il envoie sur le champ de bataille pour se battre pour lui. Je crois que ça aussi, c'est pas sérieux. Mais là, il prépare son retour, non? Non, il ne prépare absolument rien. Il l'avait fait pour l'élection de 2019. Mais finalement, il n'est pas venu. J'avais dit, il ne viendra pas, il ne participera pas, et vous ne verrez pas Karim. Tant que lui, il veut qu'on lui donne tout sur un plateau d'argent. Que les Sénégalais aillent le prendre et que Macky aille le prendre pour dire, ah viens, maintenant voilà mon fauteuil, tu peux prendre mon fauteuil. C'est ridicule. Mais c'est Macky Sall qui l'a exilé, non? Lui il se définit même comme un opposant en exil. Il n'a jamais dit qu'il a été exilé. Il ne l'a jamais dit. De mon exil. Non, dans chacune de ses lettres, il le dit. Je vous écris de mon exil. C'est pour la première fois qu'il parle de son exil. C'est le parti. Et pour la première fois, c'est Maître Amadou Sall qui avait sorti l'exil forcé. Et à ce moment même, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Il faut dire que c'est un exil forcé. Maintenant, lui, il sait qu'il ne veut pas venir et il se cache derrière l'exil forcé. Tout dépend de lui. S'il est courageux, s'il veut quelque chose, il n'a qu'à venir ici, se battre comme les Khalifa Sall, se battre comme les Sonko, ou se battre comme tant d'autres leaders qui sont là, ou comme nous. Mais il ne peut pas rester là-bas, envoyer des messages et croire qu'on va lui donner le pays. L'héritage politique, ça ne peut pas exister au Sénégal. Il peut hériter tous les biens de son père, un héritage patrimonial, mais il ne peut pas hériter le Sénégal. C'est terminé. Ça, c'est depuis les royaumes de Lat Dior, de Ndiaye Ndiaye, et de Boursine, Commando Fen, etc. Mais ça ne peut plus exister maintenant. Il faut qu'il travaille pour